Alors, bienvenue tout le monde à cette conférence midi organisée par le Centre de recherche Jopar. Ça me fait plaisir de vous accueillir et surtout que Mireille ait accepté notre invitation. C'est un sujet, je pense, qui intéresse vraiment beaucoup de monde. Alors, merci d'être là et surtout merci Mireille d'être là. Mireille est professeure titulaire à l'École de travail social et de criminologie. Elle s'intéresse à cette question depuis de nombreuses années, mais je vais la laisser vous dire de façon plus détaillée pourquoi elle s'intéresse à cette problématique-là et depuis quand. Alors, je la laisse le faire. Merci, Claudine. En effet, je m'intéresse à la question depuis plusieurs années, mais de faire des recherches comme telles et écrire, c'est peut-être un petit peu plus récent. Mais c'est quand je suis allée dans un congrès international en 1998 et j'ai rencontré Ron Coleman, qui est un des, on pourrait dire, des pionniers il y a un mouvement international des entendeurs de voix. Puis je l'ai entendu parler de son expérience et ça m'a rejoint vraiment. Je me disais, je ne peux pas étudier cette question-là sans avoir une espèce d'aval des personnes qui vivent l'expérience elles-mêmes. C'est un peu peut-être mes valeurs ou en tout cas ma posture épistémo. J'aime bien faire une recherche qui est ancrée dans l'expérience des personnes, puis entendre ce qu'elles ont à dire là-dessus. Puis là, d'un coup, on découvre un pan complètement nouveau. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai débuté. Puis il y a eu des occasions, à un moment donné, quand j'étais au Pavois, qui est un organisme communautaire. On a monté un programme d'aide pour les personnes qui entendent des voix. On a monté un groupe d'entraide. Donc, je me suis intéressée au développement des pratiques par la suite, mais aussi à faire de la recherche. Donc, là, je vais vous parler. C'est sûr que j'ai vraiment restreint ma présentation. J'ai beaucoup de documentation, mais je voulais qu'on garde un temps d'échange ensemble. Donc, j'aurais pu vous présenter tout le volet épidémiaux, c'est quoi les caractéristiques des voix, qu'est-ce qu'on connaît, tout ça, mais je vais garder peut-être pour des questions, mais vous parler peut-être plus précisément de trois aspects, là, le changement de paradigme qu'on traite là, depuis des années. Je dirais ça dépend où. Ça a commencé fin des années 80 en Europe. Nous, on y arrive vers peut-être la moitié des années 2000, mais ça fait quand même un certain temps qu'en Europe, on réfléchit une nouvelle façon d'intervenir auprès des personnes qui entendent des voix. Beaucoup, les Anglais, les Britanniques sont très avancés là-dessus, puis nous, on commence à suivre. Et je vais vous parler justement du développement de pratiques de groupes de soutien ici au Québec et aussi des interventions de troisième génération qu'on appelle spécifiques aux voix. Troisième génération, j'entends les thérapies cognitivo-comportementales. Donc, dans la foulée de la troisième vague, on a développé beaucoup d'interventions propices à traiter justement ce phénomène-là d'une autre façon. Donc, je vais débuter. Et puis, c'est comme je vous dis, peut-être vous pourrez me poser des questions concernant la phénoménologie des voix, là, les caractéristiques, etc., mais je vais concentrer ma présentation sur ça. Donc, il y a deux phénomènes qui expliquent le développement de ce nouveau paradigme-là. Il y a les travaux de groupes de cliniciens-chercheurs britanniques, là, que sont Birchwood, Trower et compagnie, qui ont développé un modèle ABC que vous devez connaître, le modèle ABC, là, qui est un élément déclencheur, B étant le système de croyance, C étant les conséquences. Bon, ça, c'est un modèle typique. Et dans ce modèle-là, bien, le A, c'est les voix. C'est le fait d'entendre des voix, c'est un élément déclencheur interne et non pas externe. Et le sens, évidemment, de la manière qu'attribue un sens aux voix, bien, ça peut avoir des conséquences négatives ou positives. Il y en a certains qui c'est très positif, ils vivent bien avec cela. Donc, c'est un peu de ce constat-là on a développé ce nouveau paradigme-là. Il y a plein de monde qui entendent des voix qui vivent très bien avec ça, qui fonctionnent très bien. Alors, s'ils n'ont pas de détresse, de réaction émotionnelle forte, on ne dit pas de thérapie. Pas de C, pas de thérapie. Donc, les personnes peuvent bien vivre avec ce phénomène-là. Et on dit justement qu'il y a tellement, il y a une proportion entre 5 à 25% des personnes de la population générale qui entendent des voix. Donc, Beck est un des grands
conceptualisateur de l'approche cognitive, dit que c'est un phénomène humain normal. Il y a trop de monde qui vit ce phénomène-là et qui peut bien le vivre. Donc, puis aussi, c'est de reconnaître dans ce nouveau paradigme-là, les auteurs de l'approche cognitive du modèle ABC ont peaufiné aussi leur modèle. On parle maintenant de théorie du rang social. C'est-à-dire que les voix des personnes sont vraiment le reflet des relations sociales qu'elles vivent. Et la plupart des personnes qui ont des voix dérangeantes sont subordonnées à leur voix, comme elles sont subordonnées à d'autres personnes de la communauté. Donc, vous allez voir dans les conceptualisations des théories, on parle vraiment de relations. Et on travaille sur la relation que les personnes ont avec leur voix. Donc, on reconnaît aussi que les voix jouent un rôle pour les personnes. Hein, ils peuvent être conseillères, ils peuvent avoir un rôle préventif, etc. Ils ont toutes sortes de rôles, aussi bien pour les voix négatives que positives. Donc, dans ce sens-là aussi, on dit, bon, on va tabler sur les fonctions positives des voix pour changer la relation qu'elles ont avec elles. Donc là, je ne parle pas tout d'un pan de la recherche qu'on a faite. Il y a des voix qu'on dit malveillantes, qui vont dire des injures, qui vont traiter la personne de toutes sortes de noms, qui vont donner des ordres de se tuer parfois. Puis il y a des voix positives. Ah, t'es donc bien, etc., etc. Donc les voix positives peuvent être bien vues. Donc on essaie, dans des types d'interventions, de modifier cette relation-là, de passer d'une relation malveillante à une relation bienveillante. Parce que les voix, on s'entend pour dire que c'est difficile à éliminer et ce n'est pas notre objectif dans ce nouveau paradigme-là. On n'essaie pas du tout de les éliminer. Donc, l'idée, c'est plutôt de s'engager avec elle. Ça, c'est la troisième vague. S'engager avec elle et accepter son expérience. Cesser de lutter contre les symptômes, cesser de lutter contre les voix. Parce que plus on lutte contre ces voix-là, plus elles augmentent. Malheureusement, que c'est ce qu'on a vu. Et il y a aussi des chercheurs et cliniciens, Kingdon et Torkington, qui sont des Anglais, qui ont conceptualisé 4 sous-groupes cliniques de la psychose, dont un sous-groupe qui s'appelle la psychose traumatique ou post-traumatique. Et on a vu que ce type de psychose-là, il est plus associé à un état de stress post-traumatique, puis il est plus lié aussi à des voix plus négatives qui vont donner des ordres, que des fois, c'est la voix de l'abuseur qui va dire « tue-toi » ou des choses comme « si tu parles, je vais te tuer ». Donc, on a découvert que dans ce sous-groupe-là, 80 85 qui entendent des voix ont été abusés sexuellement dans leur enfance ou leur adolescence, ou ont vécu des abus, de négligence, etc. Donc, c'est une des conséquences des abus qu'ils ont vécu. Et c'est eux qui ont, je pense, dans un premier temps, mis un accent si marqué de l'importance de faire un travail spécifique sur le trauma dans un premier temps. Ils disent, même si ça fait 15 ans que le trauma est arrivé, on travaille sur ça en premier. Et on fait un travail aussi sur les voix, qui ne sont pas vues nécessairement comme des symptômes. On fait un travail spécifique. C'est eux, je pense, qui ont été pionniers de faire un travail spécifique sur les voix, de ne pas voir ça comme un symptôme psychotique seulement qu'on doit éliminer. Donc, et ce qui est central au succès pour eux, c'est vraiment de faire un travail de réattribution des voix. C'est un peu un modèle constructiviste, humaniste, où on se dit, bon, si on a créé un système de croyances, on peut déconstruire ce système de croyances-là. Par contre, il faut faire attention. Donc, eux, ce qu'ils disent, c'est vraiment avec eux, là, quand on parle de travail de réattribution, bien, c'est de regarder, distinguer les faits. Hein, les voix, c'est des faits. OK? Personne nie que c'est un fait. Il n'y a plus personne, en tout cas, dans tout ce que j'ai lu, qui va dire que ça n'existe pas. Puis on ne dirait jamais ça à quelqu'un parce qu'on le confronterait. Si on fait un peu de mentalisation, de travail réflexif avec les personnes, on ne leur dirait jamais une chose pareille. Mais on les amène quand même à distinguer les faits des croyances. Hein, les croyances, c'est ni vrai ni faux. Moi, je me construis un système de croyances selon mon expérience à moi, mais ces croyances-là peuvent être fausses. Alors, on fait un travail de réattribution par rapport à ça. Puis, ce qui est central à leur modèle, qu'on a repris peut-être instinctivement là, au Pavois, c'est qu'on travaille à partir du modèle explicatif des personnes. Donc, si leur modèle, c'est télépathique,
surnaturelles, médicales, psychologiques. On ne remet pas en question, dans un premier temps, pour eux, ce modèle-là. On essaie de le comprendre. Donc, admettons que quelqu'un arrive avec de la poésie qu'il écrit, bien, le thérapeute, dans ce modèle-là, il ne fait pas faire des devoirs à la personne, c'est lui qui les fait. Donc, il va aller lire la poésie de la personne, essayer de comprendre telle théorie. Et là, une fois qu'il va avoir compris la théorie qui fait la construction de la croyance, là, il va pouvoir faire un travail de réattribution avec les personnes quand le lien de confiance, bien sûr, est établi. Donc, on travaille de façon très étroite avec la personne, avec leur modèle de compréhension en partant, puis après, à un moment donné, là, tu peux faire un travail qu'on dit socratique, de poser des questions, ils remettent en question. Alors, voilà, puis il faut faire attention de ne pas être en collusion ni en affrontement avec leur système qu'on dit délirant. Donc, on essaie de comprendre toujours. Alors, je ne sais pas si des personnes connaissent l'approche de mentalisation. Oui, bon, ben c'était exactement comme ça. On fait un travail réflexif. On n'a ni confrontation, ni collusion. Et la deuxième, bien, eux, ça a été, je pense, c'est vraiment ceux qui ont marqué Rome, c'est un psychiatre social de Hollande, de l'Université de Maastricht, qui est rendu à, je ne sais pas, 80 quelques années, toujours actif, super monsieur très intéressant. On le voit dans tous les congrès. Bien, peut-être pas les congrès aux États-Unis, il n'était pas là, mais dans les congrès d'Europe. Donc, leur équipe a été vraiment pionnière. C'était les premiers travaux, en tout cas dans ce nouveau paradigme-là, qui a été publié en 89 dans la revue Schizophrenia Bolton. Et eux, ça a été des premiers où ça a comparé des personnes qui vivent bien avec leur voix, avec des personnes qui vivent moins bien avec leur voix, pour découvrir quelle stratégie, justement, qu'est-ce qui fait qu'on vit bien avec ces voix. Bon, évidemment, ceux qui vivent bien avec leur voix sont bien entourés sur le plan ont un bon réseau en général, mais aussi ne sont pas envahis, beaucoup moins envahis par des voix négatives, etc. Donc, ce qui explique aussi les différences marquées entre ces deux groupes, mais je vais y revenir un petit peu plus loin. Et au cœur de ce travail-là, il y a Patty Haag. Patty Haag, qui est une personne qui entend des voix, et qui, à un moment donné, c'est vraiment un phénomène qui pourrait être un phénomène très, on pourrait dire, excentrique autour de ça, mais qui est arrivé, qui a chamboulé vraiment le monde à peu près entier, parce que je ne sais pas combien de pays font partie maintenant du réseau international. C'est qu'elle l'a un peu remis en question en disant que ça fait 5 ans que je suis avec vous et je suis toujours aussi mal avec mes voix. Ça l'a vraiment, il a entendu ce qu'elle disait. Que là, à un moment donné, ce qu'il a fait, il a réuni des entendeurs de voix autour de Patty Haag et il a littéralement tombé en bas de sa chaise. C'était la première fois que j'entendais parler de façon aussi aisée des voix de ces personnes-là. Donc, il a organisé, là, je vais faire une histoire très brève, mais il a organisé un congrès avec, il a fait une recherche, là, puis il est parti de 450 personnes. 150 composaient bien avec leur voix. De ces 150-là, il a choisi 20 personnes qui étaient très éloquentes en parler et il a organisé un congrès avec elles. Donc là, c'est le début d'un mouvement. Après ça, il y a toute une série de regroupements dont je pourrais vous parler plus tard. Donc, et ils ont fait aussi dans la foulée de leurs travaux, ce qui est très intéressant, qu'on s'intéresse de plus en plus. Je sais qu'il y a 2 groupes au Québec qui ont débuté ça. C'est un travail auprès des enfants. Donc, on sait que des enfants aussi jeunes que 8-9 ans entendent des voix. On sait un peu les circonstances, l'intimidation, des abus, des fois le décès d'une personne. Et Sandra Escher a fait une thèse de doctorat longitudinale. Elle a suivi des enfants sur 3 ans. Et à la fin, il y avait plus de 60 % entendaient plus de voix sans nécessairement faire une intervention clinique, juste à valider leur expérience. Donc, à normaliser ce qu'ils vivaient. Donc, c'est un des trucs, c'est vraiment de travailler en amont, parce qu'on dit que des enfants qui entendent des voix sont à risque 16 fois plus élevé de développer une psychose. Mais en travaillant de façon justement précoce, on pourrait éviter le développement d'une psychose chez les enfants. Donc, c'est un peu comme ça que ça a commencé. Donc, c'est tout ce mouvement-là qui a vraiment aidé au développement de pratiques d'entraide partout dans le monde.
Il y a des réseaux d'entraide de ce qu'on appelle les Hearing Voices Network. Juste en Angleterre, il y a 180 groupes juste pour les entendeurs de voix. En plus d'un réseau pour les enfants qui s'appelle Voice Collective. Vous pouvez tout trouver ça sur Internet. Il se fait beaucoup de travail, là, vraiment. Puis il y en a un peu partout. Nous, on a créé justement un groupe au Québec, au Pavois. Là, on a débuté en 2007, un peu dans cette mentalité-là de s'entraider. Et on a trouvé, moi j'ai fait des recherches évaluatives là, dans les premières moutures parce qu'on marchait un peu sur les œufs. En 2007, là, les gens nous disaient... on s'est même fait dire par quelqu'un, c'est pas de vos affaires de travailler là-dessus au Pavois. C'est ça, on s'occupait de la réinsertion socio-professionnelle, soutien aux études, mais là, c'est par justement l'intermédiaire des récits des personnes qui disaient on a des difficultés à vivre avec nos voix, puis à un moment donné, on a débuté ça. Mais vu qu'on marchait sur des œufs, moi, je suis allée chercher des petits fonds, puis on a fait 2 recherches évaluatives dans les 2 premières moutures, où on a regardé la progression des personnes. Puis il y a quelqu'un qui a fait son mémoire de maîtrise là-dessus, faire des entrevues, etc. Donc, on a eu des résultats positifs, des résultats d'ailleurs qui ressortent du travail social de groupe. Des effets bénéfiques comme l'universalisation de l'expérience, discuter de sujets tabous, etc. Il y a plusieurs éléments thérapeutiques qui sont sortis de nos recherches. Donc, enfin, on a créé un réseau québécois, comme dans le cadre des réseaux internationaux. Et à ce jour, on a plus de 30 groupes de soutien d'entraide qui sont comptés juste dans les organismes communautaires. On ne compte pas les groupes qui existent dans les hôpitaux aussi, dans les centres d'hôpital de jour ou dans des groupes plus institutionnels. Mais il y en a 30 actuellement dans le réseau des groupes communautaires. Donc, c'est sûr, moi, mon message, c'est de dire c'est un travail extraordinaire, mais c'est peut-être pas suffisant, effectivement, pour des fois sortir des personnes de leur détresse. Il y en a qui vont sortir, on a des exemples des personnes qui sont devenues, je veux dire, ils ont fait un travail sur elles-mêmes extraordinaire. Puis il y en a d'autres, bien, des fois, ça prend plus de temps avant de sortir de leur détresse, puis des voies dérangeantes qu'ils vivent. Donc, des fois, bien, ça prend d'autres types d'interventions. Là, il faudrait peut-être qu'il y ait une concertation dans le réseau là, pour offrir des approches multimodales où il y aurait des TS. Moi, en tout cas, c'est mon message. Il ne faut pas réserver le travail sur les voies aux seuls psychiatres. Ça serait tout. C'est pas indiqué là, que ce soit un seul professionnel, un seul type de professionnel qui travaille auprès des voix. Autant des psychologues, des travailleurs sociaux, tout le monde, dans le fond, qui entend une personne qui parle des voix, on est justifié avec l'expérience qu'on a. Dès le moment que tu les interroges, tu as un lien de confiance, vous allez voir, ça part. Et c'est vraiment, ils n'ont pas de difficulté à en parler quand on respecte leur expérience. C'est sûr que si on regarde ça comme ça, on va avoir un blocage en face de nous, là, mais en général, ça va très, très bien. Donc, je fais fi là, de toute... il y a eu plein de créations. C'est depuis, en fait, 88 là, qu'il y a eu un réseau, un début de réseautage en Hollande. Ça s'est répandu partout dans le monde. Je pense que le dernier, c'est le Brésil et la Croatie qui ont rejoint là, Israël, le Japon, le Canada. Il y a plein de pays dans le monde qui font partie du réseau Intervoice, qu'on appelle. Vous pouvez m'arrêter hein, si vous avez des questions aussi. Là, je vais rentrer dans les interventions. Je vais essayer, comme je vous dis, de finir à peu près à 12h10, là, au plus tard, pour qu'on puisse en parler. Bon, alors, il y a des interventions, comme je vous disais, de 3e génération des thérapies cognitivo-comportementales, là, qui, les premières, c'est vraiment, on dit, centré sur le sens des voix. Donc, trouver... Premièrement, l'origine. Tout le monde, il y a une origine des voix. C'est pas en discontinuité de l'expérience, contrairement à ce qu'on a déjà cru. C'est comme un symptôme psychotique. Entendre des voix être délirant, c'est un symptôme psychotique. C'est comme une coupure, comme c'est une rupture dans la trajectoire. Non. Il y a une raison pourquoi on développe des voix. Et on aide les personnes à justement aller vers l'origine de ça. C'est extrêmement difficile parce que lorsque c'est lié à une blessure trop grave, les personnes ont de la difficulté à la faire ramener à la conscience. Donc, c'est certain que les voix expriment ça un peu aussi. Hein?
inconscient et ça se transforme en voix. Donc, c'est l'idée de leur faire comprendre que ça vient d'eux, là, c'est pas facile. Je m'excuse, est-ce que vous voulez dire que le fait qu'on entend des voix, c'est forcément lié à un traumatisme? Non, le fait qu'on entende des voix n'est pas nécessairement forcément lié à un traumatisme. Mais il y a une grosse partie des gens pour qui c'est le cas. Et pour ceux pour qui c'est pas le cas, on n'a pas d'explication? Ben, en fait, on peut avoir quand même des explications. On peut avoir des explications. Il y a des phénomènes neurologiques dans ça. Mais moi, je pense que c'est sûr qu'étant donné qu'il y a une grosse partie des personnes ont vécu un trauma, puis il y en a pour qui ils n'ont plus de souvenirs, sont incapables même de parler de ça. Donc, c'est difficile de peut-être que la totalité a vécu des traumas, mais dans les écrits, c'est pas ça qui est mentionné. On parle de 80 mais c'est quand même une bonne proportion. Claudine, tu avais une question? C'est la même question? Oui? Oui, elle est assez rapide. Je ne connais pas beaucoup dans le fait d'entendre des voix et tout. Puis, de prime abord, je pensais que seulement les personnes schizophrènes entendaient des voix. Est-ce que c'est effectivement le cas? Non. C'est ça? Non, non. Il y a des personnes qui ont des troubles dissociatifs en entendent encore plus. Les personnes atteintes de schizophrénie, on dit c'est environ 70 ont des phénomènes sensoriels, dont la plus grosse proportion, c'est les voix. Mais il y en a qui ont aussi des sensations tactiles, olfactives et tout ça. Mais les personnes qui ont des troubles dissociatifs ont encore un plus gros pourcentage. Ça, c'est vraiment lié à un trauma. Ça, c'est des personnes qui ont ces difficultés-là. C'est souvent des jeunes enfants qui ont été abusés justement par les liens, leurs parents, donc ils sont censés les protéger. Donc, une des façons de se protéger, c'est rentrer en soi, là. Puis là, le monde commence à parler autour. Donc, et il y a des personnes qui n'ont aucun diagnostic, qui n'ont jamais eu de diagnostic, puis à qui on a passé des échelles de mesure là, validées pour trouver des diagnostics. Donc, ils n'en ont pas. Puis leur voix, ils les ont utilisées un peu justement pour composer avec des traumas. Et ça a été une façon, ils l'ont fait de façon positive. Donc, je vais prendre la question là. Oui? Bien, si on parle plus de la schizophrénie, justement, il y a quand même des explications neurobiologiques. Je veux dire, il y a clairement quelque chose qui se passe au niveau cérébral pendant les hallucinations. Est-ce qu'il y a certaines personnes avec qui ça serait peut-être moins ça serait contre-indiqué pratiquement de faire ce programme-là, versus, mettons, un trouble dissociatif qui s'explique plus par le trauma, versus, mettons, une schizophrénie qui est un trouble neurodéveloppemental? Bien, ça, c'est une théorie à laquelle je n'ai pas de difficulté à adhérer, la neurodéveloppementale. D'ailleurs, ma recherche, on avait un volet neurophysiologique, mais même si on parle à des neuros, ils vont vous dire des fois que l'expérience transforme même les activations que on va regarder. Donc là, on voit effectivement qu'il y a, admettons, une sous-activation dans l'aire de Broca qui explique, par exemple, que les personnes qui entendent des voix ne distinguent pas le contenu de leur pensée. Bon, mais ça, là, même un travail aussi bénin des fois que faire parler de ça, tu sais, ça peut modifier. Donc, il n'y a aucune contre-indication. Je n'ai rien vu de la sorte. Et les gens, là, j'ai toute une liste, vous regarderez dans ce que je vous ai donné de liste de référence. Il n'y a personne qui donne des contre-indications à parler à des personnes atteintes de schizophrénie. Parce qu'il y a toute l'épigénétique aussi, si on va aller plus loin, là, je veux dire, ça se transforme. Donc, il n'y a aucune contre-indication, au contraire. Au contraire, on a plus d'effets positifs de dire on va parler des voix, essayer de trouver le sens, aller au fond de ça. Éventuellement, comme je vous dis, c'est pas aisé, mais il y a des habiletés quand même d'intervention de type qu'on peut faire. Oui. Oui, est-ce qu'il y a un terme spécifique pour désigner les personnes qui entendent des voix, qui ont aussi des hallucinations auditives, sensorielles, etc.? Pas nécessairement, pas nécessairement. Puis encore là, ça s'explique. Tu sais, je vais faire une parenthèse, je vais vous expliquer la situation justement de quelqu'une qui était dans notre groupe, qui, elle, avait justement tous les types de sensations. J'ai un fils qui a tout. OK, d'accord. Elle avait tous les types de sensations, bon, qui s'expliquaient par un passé très trouble. Tu sais, bon. Et
à force, à un moment donné, elle a commencé à travailler. C'est tellement intéressant parce qu'elle a utilisé des moyens, puis il y avait tellement des belles métaphores dans ça. Mais elle a fait de la thérapie, elle a suivi les groupes de soutien, etc. Puis elle voyait, c'était comme son grand-père qui l'avait abusé longtemps dans sa vie. Elle voyait un monsieur qui mesurait 7 pieds. Puis elle voyait. Elle l'entendait, puis elle avait des sensations, puis bon, elle aussi olfactive, qui l'empêchait de faire plein de choses, qui la faisait dépenser son argent, etc., etc. Puis à force d'apprendre des stratégies, là, puis de gagner confiance en elle-même, puis un des aspects pour gagner confiance en elle-même, parce qu'auparavant, on a rajouté un volet axé sur les forces. Puis avec un agent de rétablissement, elle, c'était « je veux conduire un avion ». Imaginez-vous la métaphore de ça. Que là, à un moment donné, l'agent de rétablissement, il dit rien, il l'amène à l'aéroport. On conduit un avion aujourd'hui. Elle était copilote, on s'entend. Puis lui, il y a une peur bleue des avions, il avait rien fait. Bref. Que là, à la suite de ça, ça a comme été vraiment un déclencheur de travailler, tu sais, aller vers quelque chose pour qui il y avait de l'importance. Parce que c'est ça, centré aussi sur le sens, c'est vraiment quand on dit accepter le phénomène, puis s'engager dans des actions qui sont orientées vers nos valeurs. Vous connaissez les principes. Donc, bref, elle va en avion. Puis elle avait un deuxième rêve, c'était de sauter en parachute. Puis là, le psychiatre ne voulait pas qu'elle fasse ça. Mais à force, en tout cas, bref, de stratégie, puis des petits pas, là, je fais vraiment une histoire brève de petits pas en petits pas. Bon, le monsieur, il était réduit là, OK? À un moment donné. Puis il est invité entre telle heure et telle heure. Ça fonctionne. C'est des stratégies qu'on donne souvent aux personnes. Donc, tu vas venir entre 7h et 8h, puis je ne t'accepte pas à d'autres moments. Ça fonctionne très bien. Ça fonctionne pour d'autres troubles aussi. Les troubles anxieux, vous pouvez faire ça aussi. Donc, entre telle heure et telle heure. Et après ça, elle dit, là, je mets dans une enveloppe $1, puis tu ne me fais plus dépenser plus que ça par semaine. Comprenez? Là, vous pourrez trouver ça bizarre, mais c'est une relation qu'elle a avec cet homme-là, là. Et là, je pense qu'elle a disparu complètement. Elle est rendue père aidante à l'Institut universitaire en santé mentale de Québec. Tu sais, je veux dire, elle a fait tout un cheminement. C'est ce qu'on appelle un pas de plus, là, vous la reconnaissez, mais c'est parce que j'en parle parce que c'est public. Elle a fait une émission, une pilule, une petite granule, là, donc son histoire est publique. Donc, vous voyez qu'on peut faire vraiment des cheminements, mais c'est pas tout le monde qui a, tu sais, c'est l'idée, le courage de faire un pas de plus aussi. Dans son rétablissement. Donc, il y a tout ça. Donc, l'idée, là, c'est ça de la thérapie de l'acceptation de l'engagement, là, c'est quand on parle de est-ce que vous connaissez un petit peu cette intervention-là? Un petit peu, pas vraiment. T'sais, on dit que l'acceptation, ça renvoie à une attitude d'accueil envers nos symptômes, envers soi, une attitude compatissante envers soi. Et puis envers les voix, mais aussi d'autres phénomènes psychologiques qui sont inconfortables. Mais souvent, quand on a des symptômes, on essaie de les éviter. Et on sait très bien que plus on évite des symptômes, ou plus on évite des situations, malheureusement, cette situation-là perdure. C'est une explication du maintien des symptômes ou des problèmes. Donc, on va engager la personne, comme je vous dis, vers des actions qui sont orientées vers ses valeurs. Donc, elle va aller vers quelque chose qui lui... moi, je veux travailler dans tel domaine, etc., ou je veux faire du bénévolat, peu importe. Et plus elle va s'engager dans des activités significatives, mais plus les voies vont peut-être devenir en second ordre. Puis, il y a aussi les fonctions des voies. Moi, ma recherche, j'ai fait quand même plusieurs recherches et on a élaboré des fonctions des voies. Puis, il y a diverses fonctions. Vous pourrez peut-être voir dans mon livre, là, j'ai plein de recherches de publier. Donc, ces voies-là, aussi, ça m'a permis de les mettre en relief de façon à mieux comprendre justement comment on pourrait faire parler ces voies-là. Parce que c'est l'objectif. Si on fait une intervention thérapeutique, on va faire parler les voix, on va essayer de comprendre quelle fonction elles jouent. Parce que là, je ne vous ai pas parlé de toutes les caractéristiques des voix, mais c'est rare qu'on entend une seule voix. En moyenne, on en entend 3 à peu près. 3 à 4, des fois, c'est un groupe de voix. Une voix qui protège la personne, une voix qui critique, une voix qui conseille. Donc, il y a plusieurs fonctions. Qui dit fonction, dit utilité. Alors, tant que tu y trouves une utilité, tu ne veux pas perdre tes voix. Et d'ailleurs, des fois, ça peut être dramatique, quelqu'un qui parle ses voix, qui considère comme un ami,
ben là, on a vu des personnes se sont suicidées parce que la voix n'était plus là. D'où l'importance de vraiment considérer ça comme une relation importante pour la personne. Si éventuellement elle veut se débarrasser de ces relations-là, ça sera son choix. Mais il ne faut pas de façon artificielle le faire. Donc, ces fonctions, comme je vous dis, ont une utilité, puis ils ont un objectif spécifique pour les personnes. Donc, si on connaît ces objectifs-là, on peut travailler avec les voix. On travaille avec les voix, comme dans n'importe quel problème, plutôt que tenter de les supprimer ou travailler contre elles. Puis on peut même faire comme une espèce de scénario avec toutes ces voix-là, là, quand vous les connaissez, là, vous pouvez faire comme créer une espèce de scénario. Puis là, on peut faire des jeux de rôle aussi là, pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'elles sont pour la personne. Puis il y a aussi, il faut comprendre que, comme il y a des auteurs, Molinier et de Massy ont souligné, qu'il existe une peur socialement construite et entretenue qui encourage le déni et l'évitement des voix. De ces phénomènes. Ça empêche les personnes d'entreprendre une relation avec les voix. Et aussi, il faut avoir à l'esprit comme intervenant que l'évitement du travail avec les voix opprime les personnes. Parce que ne pas vouloir travailler avec les voix, c'est comme leur dire que c'est pas correct. Donc, en refusant justement en tant que travailleur social ou psychologue de travailler avec ces voix-là, mais on contribue malheureusement à renforcer la stigmatisation qui est très forte autour du phénomène. Donc, c'est important. Et dans les fonctions que j'ai fait ressortir, il y a une seule forme là, qui demanderait peut-être une intervention urgente. C'est comme pour la question du suicide. Hein, si vous voyez quelqu'un qui a des idées suicidaires, bien, on va faire un travail immédiat de vérifier ses urgences. Donc, c'est des voies qu'on dit mandatoires, c'est une mauvaise traduction, là. Mais des voies, par exemple, qui donneraient des ordres à la personne de se tuer ou de tuer quelqu'un d'autre, vous devez d'agir aussi rapidement que si c'était comme si elle vous disait « je veux me suicider ». Donc, à ce moment-là, ça requiert une intervention urgente, dirigée vers des services, hormis que vous soyez à l'urgence, là, vous pouvez faire une intervention, mais toutes les autres fonctions ne requièrent pas de diriger la personne vers un spécialiste comme vers un psychiatre. Vous pouvez vraiment travailler à comprendre, si c'est une voix, même qui est injurieuse, c'est lié à sa mésestime d'elle-même. Hein? Si la voix est conseillère, bien, la personne, elle s'est mise à dire, bon, bien, elle entend sa mère, par exemple, lui donner des conseils pour faire une recette. Bien, je dirais, il n'y a rien de dangereux dans ça, non? On ne la traite pas de psychotique, vous comprenez? Donc, ça a des fonctions où, bon, ça aide des personnes. Bon, puis dans mon livre, justement, j'ai recensé des interventions prometteuses pour justement aider les personnes à trouver un sens à leur voix. Puis moi, je les ai choisies vraiment parce qu'il y en a plein d'interventions. Il y en a plein je ne sais pas combien il y en a là, depuis une vingtaine d'années sur lesquelles on a mis un accent. Mais moi, j'ai vraiment mis l'accent sur des interventions où on parle de l'engagement vers les voix. On n'essaie pas de lutter contre, on s'engage avec ces voix-là pour modifier notre relation. Pour dire, bon, bien, c'est un phénomène que je vis depuis longtemps. Puis il y a plein de spécialistes qui disent, c'est rare qu'on élimine les voix. C'est rare, mais en les transformant, on peut bien vivre avec, par exemple. Ça, c'est toute la nuance. Et si l'entourage cesse d'avoir peur aussi, parce que la peur, c'est un des éléments du mur de Berlin du rétablissement, c'est que ça fait en sorte qu'on n'en parle pas, ou que « parle-moi pas de ça », ou que quand la personne en parle, on veut l'hospitaliser. Donc, moi, j'aimerais beaucoup que dans les prochaines interventions qu'on fasse, ça soit des groupes de soutien pour les familles, pour qu'on puisse justement, ça fait longtemps que j'y pense, même il y avait une étudiante qui était, il n'y a rien. Puis, on n'ose même pas en parler, c'est la première fois de ma vie que j'en parle. Oui, c'est ça. Puis à ce moment-là, on a fait quelques interventions, des fois, d'inviter des membres de la famille parce que c'est ce que les personnes voulaient. Ils voulaient qu'on invite des professionnels, des membres de la famille à justement assister à quelques rencontres. Et ça, moi, je trouve que c'est urgent à faire, là, mais il faut que quelqu'un ait le leadership à un moment donné. Moi, j'avais une étudiante qui avait dit qu'elle voulait le faire, puis à la fin du compte, elle a abandonné ses études. Mais là, on vient de débuter avec des enfants, mais avec les familles, il faudrait vraiment faire quelque chose. Parce que les familles peuvent vraiment être traitées un élément de renforcement positif au lieu d'avoir peur. Puis je comprends qu'on ait peur. Tu sais, quand on ne connaît pas ça, on a peur. Donc, c'est vraiment intéressant.
Donc, il y a aussi, là, je suis bien l'approche de Marius Rome. Alors, lui, il nomme jamais ce type de thérapie-là d'engagement, mais c'est carrément ça, là. Lui, il n'y a pas, premièrement, on n'a pas accès dans ce paradigme-là à une approche diagnostique. Tu sais, c'est pas le diagnostic, c'est qu'est-ce que les voix veulent dire, quel est le sens. On essaye par des questions, par des journaux. Au pavot, on a un journal. Ça amène beaucoup une réflexion par rapport aux voix. Tu sais, on peut dire, bon, pour mieux connaître ces voix, bon, on dit, bon, la date, l'heure, est-ce que c'est une voix féminine, une voix masculine, l'identité, parce que c'est tous des phénomènes. Est-ce que c'est quelqu'un de connu, inconnu, un extraterrestre, une entité, etc. Puis là, on demande, c'est toutes des questions qu'on demande, que j'ai fait aussi dans mes entrevues. Puis après ça, on peut demander les sentiments que la personne a vis-à-vis de ces voix-là, à quel moment elle les entend, puis c'est quoi l'élément déclencheur. Que ça, c'est tous des éléments sur lesquels tu vas dire, youp. Puis aussi, on dit, à quel moment vous les entendez pas, puis où êtes-vous à ce moment-là? Bon, quand je les entends pas, je suis avec mes amis. Je suis au cinéma. Je les entends quand je m'en vais à l'épicerie. Il y a plein de monde autour de moi, puis j'ai l'impression qu'ils me regardent, qu'ils me disent que je suis mal habillée. Je suis juste un BS, ça, c'est toutes des choses que j'ai entendues. C'est juste un bon rien. Il n'est pas capable d'avoir de travail. Donc, tous les endroits où il va se sentir un peu regardé ou un regard oblique, les voix négatives peuvent déclencher, puis à un moment donné, et puis là, ça fait une prise de conscience par rapport à, bien, à quel endroit ou quels sont les éléments déclencheurs. Première prise de conscience. Après, on peut travailler là-dessus. Donc, Rome, lui, a justement travaillé à une formulation d'un construit conjoint là, avec les personnes là, pour trouver, avec une méthode systématique qui est relativement simple au début. Il pose 2 questions. Qui les voix représentent-elles? Bon. Après ça, quel problème ces voix représentent-elles? Bon, puis lorsque les voix sont liées à un trauma, là, ce qu'il dit dans la plupart des cas, les personnes vont reconnaître en général que les voix possèdent les mêmes caractéristiques que la personne qui les a agressées. Donc, c'est déjà encore là une façon de voir le lien. Tu sais, on essaie de leur faire trouver dans un travail réflexif le lien où ça a commencé, cette affaire-là. Puis des fois, les voix, ils sont représentés de manière vraiment littérale. Des fois, bien, c'est au pied de la lettre. Puis il donne un exemple, par exemple, une femme qui a été abusée à l'âge de 7 ans sexuellement par un assistant prêtre. Puis les voix ont débuté tout juste après sa première communion. Puis sa mère a pas cru à son histoire, puis elle a dit « T'es juste une bonne à rien ». Mais alors, sa deuxième voix, c'est ce qu'elle lui répète « T'es juste une bonne à rien ». Vous voyez? Mais c'est couplé à un événement traumatique qui, là, avec une forte émotivité, bien là, la voix s'est imprégnée comme ça. Puis la deuxième question, bien, ça permet là, de vraiment d'explorer les circonstances ou les événements qui sont à l'origine du phénomène. Mais, comme je vous disais tout à l'heure, en général, ces circonstances-là sont telles qu'elles excèdent les capacités d'adaptation des personnes. C'est pour ça qu'elles n'ont pas conscience que c'est leur propre voix. Elles perçoivent que c'est des voix qui viennent de l'extérieur, qui n'ont pas la même voix qu'eux. T'sais, nous, on le sait, je suis sûre que vous entendez des choses, des fois qui ne sont pas nécessairement agréables, des fois on se dit des choses pas fines, mais on sait que c'est nous, hein? On sait que c'est notre pensée. Donc, eux, ils n'ont pas cette capacité-là, des fois qui est reliée à un phénomène neuro, mais de distinguer que c'est leur voix. Donc, mais ils entendent vraiment distinctement des voix qui sont différentes de la leur. Alors, et des tonalités de voix différentes aussi, parce qui représentent, soit des fois c'est un homme, c'est une femme, c'est une personne âgée, c'est un jeune, etc. Mais dans la moyenne, les voix ressemblent à leur propre voix, puis à des personnes de leur propre âge. Donc, c'est aussi, à un moment donné, elles peuvent justement découvrir, bien, dans le fond, c'est moi, c'est mes voix. Mais comme je répète, là, mais c'est pas nécessairement aisé, parce que ça excède leur capacité de gestion du stress. Donc, il est vraiment important d'établir des liens entre l'histoire des voix, c'est-à-dire les circonstances dans lesquelles elles ont débuté, puis empiré, ainsi que les éléments déclencheurs et de contenu. Puis on va travailler à partir de ça dans une méthode systématique. Et ça va nous renseigner sur le genre de problèmes que les voix ont.
Puis évidemment, bien, il y a d'autres types d'interventions. Là, je ne sais pas, je voulais arrêter dans 5 minutes, je ne sais pas, je vais avoir le temps de tout parler. Il y a une thérapie aussi, ça vous connaissez probablement, la thérapie narrative, qui est très bonne pour l'état de stress post-trauma. Donc, étant donné que beaucoup ont aussi, il y a un chevauchement entre l'état de stress post-trauma, trouble de personnalité limite, le fait d'entendre des voix. Donc, cette forme de thérapie-là est assez intéressante. Puis le précurseur de cette forme de thérapie-là, bien, c'est Carl Gustav Jung, qui, vous savez, là, entendait une voix féminine. Et puis il en parle largement dans sa biographie, si vous voulez. C'est hyper intéressant, là. Je vous invite à lire sa biographie, c'est vraiment intéressant. Puis il parle largement de cette voix-là qu'il entendait, puis ça l'a inspiré de sa théorisation de l'anima de l'animus. Hein, il y a un côté féminin chez les hommes, un côté masculin chez les femmes. Puis il a entretenu avec cette voix-là un dialogue sous forme de lettres pour s'en distancier. Donc, il l'a écrit. Et pour se distancier, il n'a jamais refusé que cette expérience-là existe. C'était plutôt, je personnifie cette voix-là et j'écris. Donc, évidemment, le travail qu'il a fait sur soi, ce n'est pas propre, accessible au commun des mortels. On s'entend, il a passé sa vie à faire travailler sur l'inconscient, puis il y avait toutes les conditions favorables pour travailler sur l'inconscient que nous n'avons pas. Mais il a laissé un message, par contre, hein, sur l'importance d'écrire ou de narrer son expérience pour s'en distancier. C'est au cœur de plusieurs approches, de toute façon, thérapeutiques et expérientielles contemporaines. Donc, sans nécessairement s'inspirer de lui, il y en a peut-être qui ne le savent pas, mais c'est vraiment lié à ça. Alors, c'est à ce moment-là, la thérapie négative, mais aussi de verbaliser ses émotions, sont tout à fait indiquées. Donc, on va verbaliser des émotions, ça va permettre justement de construire un narratif, d'écrire des histoires de manière structurée puis chronologique. Hein, Cyrulnik, il dit, lui, c'est pas l'importance du contenu, c'est comment vous changez l'expérience. Donc, votre contenu de la narration peut être un contenu relativement inventé où vous vous transformez de victime à victorieux, comme le dit bien Ron Coleman, un des pionniers du mouvement. C'est qu'en transformant cette expérience-là, bien là, vous devenez comme cette expérience-là, vous en devenez à avoir un sens et elle est positive. Vous grandissez dans ça. Donc, c'est vraiment un pouvoir énorme là-dessus. Puis, il y a aussi la pleine conscience, ça, vous en avez sûrement entendu parler. Mais maintenant, il y a aussi des thérapies où on couple la pleine conscience avec la thérapie d'acceptation et d'engagement. Donc, puis il y a une récente revue systématique là, de Strauss qui a démontré des résultats embryonnaires, mais prometteurs de cette forme d'intervention-là. Donc, encore là, la pleine conscience, c'est une attitude où on accueille notre expérience, nos difficultés, puis qu'on a une attitude douce envers toute expérience, c'est-à-dire qu'on est compatissant, compatissante envers soi. Puis on dit que c'est une approche qui est beaucoup plus efficace en groupe et ça ne fonctionne pas si les thérapeutes ne font pas de méditation eux-mêmes. C'est ce qu'on a trouvé. Puis il y a des résultats probants, entre autres, de certaines méthodes de pleine conscience avec la dépression. Entre autres, on a vu que les personnes avec ces types d'interventions-là cessaient de ruminer et ne vivaient plus d'autres épisodes de dépression. Donc, il y a de plus en plus de bonnes pratiques reliées à ça. Et c'est intéressant, ce qu'on pratique là-dedans, là, c'est quand on fait justement coupler l'ACT ou la thérapie d'acceptation et d'engagement, c'est qu'on apprend une technique là, qui s'appelle la diffusion cognitive. C'est-à-dire de cesser de prendre au pied de la lettre le contenu des voix. Ça, c'est un phénomène qu'on rencontre. C'est vraiment comme on va rencontrer dans le trouble obsessionnel compulsif. Tu sais, les personnes vont avoir une pensée qui ils prennent carrément au pied de la lettre comme étant une vérité, puis là, ils vont se mettre à faire des rituels. Bien, c'est un peu la même chose avec les voix. C'est qu'ils la prennent au pied de la lettre, ils vont obéir à certaines voix parce qu'ils se sentent justement oppressés, puis ils sentent vraiment comme l'obligation, des fois, d'obéir à ces voix-là. D'autres fois, ils disent non, c'est contre mes valeurs. Surtout quand c'est de blesser d'autres personnes, ils vont dire ça va contre mes valeurs, je t'écoute pas. Mais on va montrer justement à se distancer et à garder plus axé sur le moment présent.
Et enfin, il y en a plein d'autres, là, j'en ai recensé d'autres aussi, mais celle-là, je trouve que c'est vraiment intéressant. C'est une nouvelle forme de thérapie qu'on appelle la thérapie cognitivo-comportementale relationnelle. Donc, il s'agit de changer la relation des voix dérangeantes, comme je vous disais au début, en des voix bienveillantes. Et changer aussi la relation de subordination de pouvoir que les personnes vivent. Parce que ça, c'est gros. Ce qui est plus difficile, là, je ne vous ai pas parlé des types de croyances, mais dans les croyances, il y a des croyances qu'on dit toutes puissantes ou omnipotentes. Les personnes pensent avec raison, parce que si les voix commentent chaque déplacement, alors ils disent les voix savent tout de moi. Donc ça, c'est l'aspect sur lequel c'est plus difficile à travailler, d'éliminer cette toute-puissance des voix. Donc, cette approche se fonde sur 3 prémisses. Il existe une relation réciproque entre les voix et la personne qui les entend, même si elle est passive. Puis cette passivité-là renforce la perception de dominance des voix. Donc, on peut recourir à un génogramme. Eux autres, ce qu'ils suggèrent, c'est de recourir à un génogramme pour justement pouvoir capter toutes les relations entre la personne et ses voix, puis entre la personne aussi son entourage, parce que des fois, comme je vous dis, ça peut être le reflet de relations avec son entourage. Après ça, la deuxième prémisse, c'est qu'il est important que les personnes fassent une prise de conscience de cette réciprocité, car toutes les personnes, même si c'est de façon passive, répondent aux voix sur un plan émotionnel ou comportemental. Tu sais, des fois, moi, l'exemple que je donne, on peut rester 10 ans en relation avec une personne avec qui on ne s'entend pas. On peut chicaner beaucoup, bien, c'est un peu la même chose. Tu peux te chicaner longtemps avec des voix, mais c'est une relation significative. Donc, c'est pour ça qu'on peut y travailler. Puis après, bien, pour favoriser cette prise de conscience-là, bien, on va utiliser la chaise vide. Donc, on va utiliser la chaise, mettons, pour ça, c'est ta voix, ça, c'est toi. Puis là, on fait dialoguer. Parce que là, je ne vous parle pas, il y a une autre approche qui est vraiment de dialoguer avec les voix. Moi, je l'ai vu à une vivo, là, c'est vraiment intéressant. Puis le thérapeute faisait aussi de la pleine conscience avec la personne. Donc, puis lui, il faisait la même chose, là, on relaxe, etc. Puis là, il faisait monter à la conscience, c'est quoi ta voix, puis il dialogue avec la voix. Mais là, en utilisant un matériel, bien là, ça fait, c'est encore plus fort, parce qu'on dit, là, tu t'assois là, c'est ta voix, ou plusieurs voix. Là, c'est toi qui es là, puis on va faire parler. Et on demande justement par des jeux de rôle de défendre son droit à être respecté par ses voix, par la relation qu'elle représente. Alors, je veux que tu me respectes. Et aussi à clarifier des motivations que les voix ont par rapport, hein, avec ces jeux de rôle-là, on va le découvrir. Puis l'objectif, c'est vraiment de faire apprendre à la personne à réagir de façon plus affirmée devant la voix de la personne qui représente la chaise vide, puis l'encourager à structurer ses pensées, puis les adresser directement à cette chaise vide-là. Puis après ça, bien, c'est le but ultime, la personne peut faire des exercices chez elle ou avec d'autres personnes, c'est vraiment que les relations malveillantes, non respectueuses, deviennent respectueuses, comme on ferait avec une vraie personne. Que là, vous voyez toute la différence. Au lieu de dire c'est juste des symptômes qu'il faut éliminer, là, on regarde tout le contenu et avec ce contenu-là, on amène à ce que la personne se fasse respecter, que la personne soit mieux, vise un mieux-être, avoir un contrôle aussi sur quand les voix vont arriver. Comme Ron Coleman, lui, ses voix ont commencé, bien, lui aussi, il avait été abusé par un prêtre. Et à un moment donné, en tout cas, il y a eu une conjointe qui s'est suicidée. Puis sa conjointe n'arrêtait pas de lui dire « Viens me rejoindre ». Donc là, lui, il établit des limites avec elle. Il dit « Le seul jour où j'accepte, parce que là, aujourd'hui, il est marié, il a 7 enfants, il fait le tour du monde avec ses ateliers sur le rétablissement. Il dit « Le seul jour où je veux t'entendre, c'est le jour de notre anniversaire de mariage. » Donc, à part ça, je veux pas. Ça marche. Tu sais, là, vous pouvez peut-être trouver ça a l'air un peu simpliste, mais c'est pas simpliste quand vous pensez toujours c'est comme une vraie personne. Donc, vous metteriez des limites des fois avec des personnes avec qui on est en conflit, de dire dorénavant, je ne veux plus que tu dises telle chose à mon égard. C'est pareil. Vous voyez, donc, là, j'ai fait le tour grosso modo, il est 12h20, donc il restera encore quelques questions, si vous voulez. Oui, c'est Claudine. Je ne sais pas s'il y a eu des recherches qui ont été faites avec
des gens qui entendent des voix, mais qui, dans certaines cultures, c'est valorisé. Oui. C'est à propos, par exemple, de certaines religions où la personne Oui. qui entend des voix. Tout à fait. C'est la personne qu'on va voir. Exactement. Conseiller. Je pense à des cultures amérindiennes, par exemple. Tout à fait. Surtout, j'ai un de mes étudiants, moi, qui s'est intéressé au réseau de l'intervention de réseau au Sénégal. Puis il a rencontré, moi, c'était un de mes vœux, je voudrais ça que tu rencontres des praticiens. Donc, que justement, les familles vont aller rencontrer. Puis là, c'est au fil, il l'a pas vraiment écrit dans sa tête, mais au fil des discussions qu'on a eues ensemble, justement, on a découvert que ces personnes-là, pour être praticiens, puis c'est vrai aussi pour les chamans dans les Premières Nations, il faut qu'ils entendent des voix. Oui. C'est une condition. Donc, pourquoi? Mais là, c'est les voix des ancêtres. Donc, quand la personne vient le consulter, et parce qu'aussi les valeurs, c'est l'accent qu'on place sur les ancêtres, autant dans chez les Premières Nations que dans certaines cultures africaines. Donc, lui, ce praticien-là entend des ancêtres, puis il peut transmettre des messages aux personnes. Ce que je veux dire, c'est que le fait que culturellement, ce soit non seulement accepté, mais valorisé, est-ce que ça n'a pas un impact sur justement les personnes qui entendent des voix? J'ai pas vu de recherche comme ça, mais j'ai revu quand même des pronostics plus favorables reliés à la schizophrénie, mais je ne sais pas si le fait, étant donné que, tu sais, c'est comme des personnes qui sont très bien vues des communautés qui est praticiens, mais ils ne sont pas bien vus de tout le monde, là, parce que, tu sais, on est dans des pratiques maintenant plus contemporaines, ils ne sont pas nécessairement bien vus non plus. Est-ce que le chaman, on en entend beaucoup parler? Très peu. Donc, est-ce que ça a un impact sur des personnes qui entendent des voix? Je ne peux pas te répondre, je n'ai pas vu ça. Par contre, dans les sociétés africaines, on voit qu'il y a un meilleur pronostic pour la schizophrénie parce qu'on va faire des rites, puis que la personne, une fois que sa psychose est terminée, on lui donne un talisman. Alors, là, il y a un meilleur pronostic. Puis il y a aussi en Finlande, où la schizophrénie est en train de faire comme ça. Parce qu'il y a une nouvelle façon de travailler qui s'appelle l'Open Dialogue. Ils ont transformé tout leur réseau dans une région de la Finlande, complètement. Et ils font une intervention très, très, très précoce. Tu sais, ici, on en fait une intervention précoce, mais là, c'est 24 heures qu'une personne fait une psychose. On va réunir la famille ou les personnes significatives. Et ils sont en train de voir le taux de schizophrénie. La psychose est peut-être aussi importante, mais la psychose ne se développe pas en schizophrénie. Ils ont un taux sans médicaments ou très peu de médicaments. Puis on fait des recherches, c'est très fort, si ça vous intéresse, vous avez juste Open Dialogue. Puis ça fait des années qu'ils font de la recherche là-dessus. Puis ils ont fait des comparaisons avec vraiment des protocoles expérimentaux. Ils ont suivi des cohortes là, dans diverses régions de la Finlande. Et eux, là, ils ont vraiment trouvé, c'est ça, un tiers ont pris de la médication, mais optimale. La majorité ont un travail, ils n'ont pas développé de la schizophrénie. C'est vraiment hyper intéressant. Puis ils ont aussi un DVD là-dessus qu'on peut voir dans plusieurs langues. Là. Je l'ai dans mon bureau. Je l'ai fait visionner mes étudiants. C'est vraiment... il y a beaucoup de résultats, mais c'est sûr que là, on commence à transposer cette façon de faire. New York a commencé en Angleterre, mais si tu n'as pas tout le réseau qui fonctionne avec ces méthodes-là, bien, je pense que c'est voué moins à un succès. Donc, ouais. Oui. Il y avait quelques études concernant ceux qui entendent des voix mais qui n'ont pas vécu de traumatisme. Oui. Est-ce qu'on a pu établir un lien entre la douance et le fait d'avoir des hallucinations? Bien, peut-être, si on cherchait, là, c'est des personnes qui ont dit qu'ils n'ont pas vu de vécu de trauma. Est-ce qu'elles ont été intimidées à l'école? Hein, des fois, on ne le sait pas, là. Tu sais, ça commence souvent dans ces choses-là. Puis des personnes qui ont dit très douées, parfois sont intimidées à l'école. Donc, tu sais, on peut aller fouiller comment ça a commencé. Tu sais, c'est toujours ça. Ça a pu commencer par, tu sais, pas un phénomène que nous, on considérerait comme un trauma, mais que la personne a intériorisé comme un trauma, malgré que l'intimidation, ça peut être vraiment carrément un trauma. Mais la manière, qu'est-ce que la jeune a vécu? Qu'est-ce qu'elle a expérimenté? C'est sûr que des fois, c'est difficile, mais en tant que membre de famille, c'est peut-être difficile de faire ça, mais... Il n'y a pas d'études qui étudient le cerveau de ces gens-là en lien avec cette
Il y a plein de... Dans le cas de mon fils, oui. c'est arrivé avant d'être intimidé à l'école parce qu'il était doué, mais il a toujours entendu des voix. Il n'en a juste jamais parlé. OK. Ouais. Pour lui, il n'y a pas de problème. Bien, il n'y en a pas de problème pour les enfants, justement. C'est pour ça qu'il faut les renforcer. En général, eux, là, ce qu'ils voient, en tout cas dans les études qu'on a vues auprès des enfants, c'est un phénomène normal. Puis même, ils peuvent dire, hey, moi, je suis exceptionnel parce que j'entends des choses que les autres n'entendent pas. Donc, quand on peut le savoir, ça, c'est pour ça que c'est important d'intervenir auprès des enfants. Quand on le sait, bon, là, on les valorise. On dirait, en effet, c'est normal. Puis, mais là, vous parlez d'intimidation. Donc, là, à un moment donné, si on ne fait rien avec ce phénomène-là, là, à un moment donné, puis là, le jeune, il s'est peut-être échappé là, aussi à l'école. Et là, bien, il était doué. Donc, puis là, à un moment donné, c'est devenu traumatique. C'est que la voix se transforme. Les voix, puis chez plusieurs personnes, là, des fois, ça débute, c'est très intéressant, très positif. Tu sais, ils vont entendre, il y a une dame, je pense que c'est une dame, entre autres, c'est son père, qui a entendu « Fais quelque chose, ta mère est malade ». Puis il l'a appelé par son petit... Puis c'est vraiment la voix de son père que là, elle disait « J'amène maman à l'hôpital ». Puis là, sa maman n'avait rien, là, tu sais, mais elle veut pas, tu sais, tu te dis « Hein, qu'est-ce qui se passe ?» Puis là, au début, c'était très positif. Puis là, après ça, ça s'est transformé, là, c'était vraiment pas beau. Mais cette personne-là, j'avais un beau DVD sur elle, mais là, il ne fonctionne plus. Mais, tu sais, par toutes sortes de stratégies, là, elle a pris une distance, ça s'est terminé. Elle a dit, je n'entends juste quelques-unes maintenant. Mais c'est ça, c'est que peut-être votre fils qui est arrivé, c'est qu'il a commencé à entendre des voix, lui, c'était normal. Puis là, tout d'un coup, ça s'est mélangé à l'intimidation qu'il a vécue. Puis là, je pense un peu à une de mes étudiantes, là, quand elle disait, à un moment donné, il était tout dans ma tête. Mais c'est pas des voix, c'est pas des voix, mais c'est vraiment un état de stress post-trauma. Là, aujourd'hui, elle vit toutes sortes de problèmes, elle est autour de ça, mais là, à un moment donné, ces voix bienveillantes du départ, qui n'étaient pas graves, ont pu se transformer avec une expérience traumatique, qui est l'intimidation. Mais on n'a pas comme l'idée sur l'origine de ça avant qu'il y ait eu un trauma, finalement. On n'a pas un lien. Moi, je commence à m'intéresser vraiment plus au fonctionnement du cerveau, pour voir un petit peu s'il y a des liens là-dessus. Est-ce qu'il y a des études à votre connaissance là-dessus? Oui, mais sûrement, là, parce qu'il y a beaucoup d'études en neurophysiologie, des études basées sur des modèles neurodéveloppementaux. Mais ce qu'on dit à la lumière de ça, c'est vraiment de pouvoir en parler, puis de comprendre le sens de son expérience pour pouvoir la modifier. Parce que le cerveau, il y a des activations automatiquement qui vont se modifier s'il peut comprendre son histoire. Donc, c'est juste comprendre le fonctionnement du cerveau ne nous amène pas nécessairement à aider la personne. Ça nous aide à comprendre, oui, le fonctionnement neurophysio, c'est intéressant, mais ça ne nous amène pas vraiment à traiter, à savoir quoi faire. Parce qu'on pose la question, mais tu sais, dans le fond, on fait plus du médical. Mais tu sais, nous, souvent, la façon dont on se l'explique, puis c'est quand même très relié, mais c'est beaucoup dans les modèles de vulnérabilité. Oui. C'est que cette vulnérabilité biologique ou génétique-là qui est présente, puis qui va être exacerbée par un stresseur qui va arriver dans l'environnement. Mais c'est sûr que j'imagine que ça dépend aussi, tu sais, comme on disait tantôt avec les troubles dissociatifs, avec un PTSD versus un schizophrénie, ça doit être quand même des évolutions, des causes différentes qui vont arriver. Oui, ça peut être des causes différentes, mais ça n'empêche pas parce qu'un modèle, je veux dire, tout le monde travaille avec un modèle de stress de vulnérabilité, stress, un modèle biopsychosocial qu'on appelle. Donc oui, il peut y avoir des vulnérabilités biologiques, il y a des vulnérabilités psychologiques puis des vulnérabilités sociales. Comme la schizophrénie, bon, on va dire des personnes qui vivent dans un quartier pauvre, qui a de la violence, qui vont exacerber des fois certains symptômes, mais je veux dire, une fois qu'on a compris ça, comment qu'on intervient sur les facteurs bio, puis comment qu'on intervient sur les facteurs psycho, puis les facteurs sociaux. Il y a tout un amalgame, puis d'intégration d'approches. Donc, à un moment donné, ça dépend de l'objectif de la personne. Est-ce que ses voix sont rendues négatives? Il est complètement dominé. Puis ça, on le sait par l'histoire des personnes, que ça se change. Ça se modifie, ça, par des interventions dont je viens de parler. Il y en a plein d'autres, il y en a plein de façons de faire, mais vu qu'il y a une origine, puis l'intimidation, bien, c'est un des éléments qui amène des voix.
Des fois, c'est immédiat. Là, qu'on a vu ça aux États-Unis, par exemple, dans les tueries, qu'il y en a là, maintenant tellement. Il y en a des jeunes qui sont arrivés chez eux puis ont entendu leurs copains tués. Immédiatement après. D'autres, c'est 10 ans. Tu sais, ça peut être très long. C'est sûr de connaître le début, mais tu sais, le début, vu que ça peut... l'histoire est différente. Tu sais, qu'au début, ils trouvaient ça normal, là, ils ne trouvent plus ça normal. Donc, c'est ça que ça veut dire. Mes voix, maintenant, me dérangent. Qu'est-ce que je fais pour qu'elles ne me dérangent plus? Tu sais, c'est ça. Mais ça n'empêche pas de comprendre c'est quoi le phénomène psychique ou neurophysio, peu importe. Là. Je suis pour les groupes de soutien pour les familles. On s'est fait quoi oui. avec ça? Oui. Avec ça, en fait, c'est oui. surtout si on veut accompagner notre enfant. Dans notre cas, c'était tout le temps, on l'a su trop tard. On l'a su quand il a été hospitalisé. Oui, c'est ça qui est dommage. Mais ça aurait été le fun de le savoir avant. Oui. De même de savoir comme parents là, que c'est des choses qui peuvent arriver. Oui. On devrait vérifier auprès de nos enfants si ça leur arrive. Oui, absolument. Pour les entendre là-dessus. C'est ça. Justement, c'est correct. Mm. Puis, ça t'arrive encore, le voir en balançant. Oui. A priori, on ne sait pas que ça va arriver, mais ça devrait faire partie oui. de notre apprentissage parental. C'est ça. Puis des fois, c'est parce que si l'enfant en parle, puis là, il se fait rabrouer, il va arrêter d'en parler. Mais c'est certain que dès le moment qu'on normalise l'expérience, puis qu'on dit, bon, tu as vécu telle chose, c'est normal, et puis après ça, on fait de quoi avec, par exemple, là. Mais, tu sais, il y a des interventions, on sait qu'il y a des interventions, puis Sandra Echard l'a montré dans sa recherche longitudinale, que dès le moment qu'on valide, qu'on explique les causes possibles de ça, bien là, 60% qui n'en entendaient plus au bout de 3 ans, donc c'est pas rien, là. C'est pas rien, parce que, oui, ils sont à risque plus que d'autres de développer la schizophrénie. Peut-être en raison effectivement d'une vulnérabilité biologique ou génétique. C'est possible. Mais après ça, tout se construit, hein? Et tout se déconstruit. Merci Mireille. Bien, ça me fait plaisir. C'est vraiment intéressant. Alors, je pense que tout le monde a apprécié. Bien, merci beaucoup à vous. J'ai un exemplaire de mon livre ici, des publicités, pour les personnes, ça les intéresse.